Après 3 semaines complètement baissières, on a enfin un Bitcoin qui commence à nous montrer des signaux de reprise. Il est en train de nous dessiner un joli W en daily et tente de reprendre le support des 112 000 $. Du côté des ETF, on n'a pas un directionnel qui est encore vraiment très clair, mais en tout cas, on a eu quelques inflows, notamment sur BTC. Après un énième volte-face de Donald Trump, on a enfin une date de prévue pour sa rencontre avec Xi Jinping pour discuter des droits de douane. On a aussi énormément de bonnes nouvelles du côté des politiques monétaires de la Fed. On a Jérôme Powell qui nous a teasé une fin de quantitative tightening lors de son dernier meeting. Les dernières données de l'inflation sont en dessous des prévisions. Le shutdown gouvernemental s'éternise aux US et fait donc peser un poids supplémentaire sur un marché du travail qui était déjà affaibli. Tout ça, ça nous amène au prochain FOMC qui aura lieu dans 5 jours avec plus de 98% de probabilité de baisser les taux. Donc on sent vraiment qu'il y a la confiance qui est en train de revenir sur les marchés après des semaines d'incertitude. On a les indices US qui sont en ATH, on a le gold qui est probablement en train de commencer à nous marquer un top et on a une reprise sur Bitcoin, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et comme d'habitude, on ira se faire un gros tour du côté des graphes pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Juste avant d'attaquer les news, pour ceux que ça intéresse, j'organise un webinar complètement gratuit le 5 novembre à 20 h où on va vous expliquer toute notre méthode d'investissement. On a concocté plein de bonus pour ceux qui seront présents en live, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. On est parti avec les news sur Bitcoin, on a Stratégie qui acquiert 168 BTC supplémentaires pour à peu près 20 millions de dollars à un prix moyen d'achat de 112 000 $ par BTC, ce qui monte leurs avoirs au-dessus de 640 000 BTC. Du côté de l'Allemagne, on a la société FinTech Aifinio AG qui va devenir la première société de trésorerie Bitcoin d'Allemagne. Il prévoit d'accumuler 10 000 BTC d'ici 2027. On a aussi Tesla qui nous a confirmé qu'au troisième trimestre 2025, ils ont vendu absolument aucun de leurs BTC. Ils en possèdent à peu près 11 500, soit l'équivalent de 1,3 milliard de dollars. Métriques intéressantes, on peut voir que les whales continuent d'accumuler. En effet, on a les avoirs des portefeuilles contenant entre 100 et 1000 BTC qui continuent de croître au-dessus de leur moyenne mobile à un an, contrairement à ce qui s'est produit au pic de 2021. Une métrique de plus qui nous fait dire qu'on n'a pas topé sur Bitcoin. Donc ça nous suggère que la demande pour les ETF et les trésoreries reste quand même forte. Ces portefeuilles y représentent aujourd'hui 26% de l'offre, soit plus de 5 millions de BTC. Autre métrique intéressante, on a Bitwise qui affirme qu'une rotation de capital de 5% de l'or vers BTC pour envoyer le BTC à plus de 240 000 $. Du côté d'Ethereum, on a Bitmain qui achète pratiquement 64 000 ETH supplémentaires, soit 251 millions de dollars. Ça porte leur réserve totale à plus de 3,3 millions d'ETH, soit 13 milliards de dollars. On a l'accumulation qui continue aussi du côté de Sharplink. Ils ont acheté pratiquement 20 000 ETH supplémentaires, soit 75 millions de dollars, à peu près à 3 800 $ par ETH, portant leurs avoirs totaux à pratiquement 860 000 Ethereum. Énorme nouvelle pour Solana, on a Hong Kong qui approuve un ETF Sol au comptant et qui devance les États-Unis. Justement, du côté des ETF, on a plus de 150 demandes qui sont actuellement en attente sur 35 actifs et actuellement plus de 20 demandes en attente sur XRP, Solana et Bitcoin. Bien évidemment, vous l'avez forcément vu passer, on a Donald Trump qui a gracié CZ, qui suscite bien évidemment des spéculations sur le retour de Binance aux États-Unis. CZ, en plus de ça, affirme qu'il œuvrera pour faire de l'Amérique la capitale des crypto-monnaies. On a l'adoption qui continue de croître à travers le monde, notamment les États-Unis. On a le géant américain du retail Bills qui va s'associer à Flexa pour accepter les paiements en crypto-monnaie dans plus de 660 magasins à travers les États-Unis. Énorme nouvelle du côté de Coinbase qui rachète Echo, qui est la principale plateforme de levée de fonds on-chain pour 375 millions de dollars. La preuve que le VC est vraiment en train d'intéresser de plus en plus le grand public et de toute façon de notre côté, on le voit bien avec l'expansion Q42. Ça continue aussi de bouger du côté des banques. On a JP Morgan qui prévoit de permettre à ses clients institutionnels d'utiliser leurs avoirs en BTC et ETH comme collatéral, sachant que cette initiative représente une extension de l'actuelle politique de JP Morgan qui acceptait déjà les ETF crypto comme garantie. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que si on regarde en 2024, on avait Jamie Dimon, qui est donc du coup le PDG de JP Morgan, qui disait que Bitcoin c'était une fraude et un schéma de Ponzi, et aujourd'hui ils viennent d'annoncer justement qu'ils autorisent leurs clients institutionnels à utiliser Bitcoin comme garantie. Du côté de la Russie, on a le ministère des Finances et la Banque centrale qui se sont accordés pour légaliser les paiements en crypto pour le commerce international. Ça avance aussi du côté de la Fed, on a le gouverneur Christopher Waller qui déclare que les cryptos sont désormais intégrés dans le tissu du système financier et des paiements. D'ailleurs, on a la Fed qui étudie un nouveau modèle de compte de paiement qui permettrait aux entreprises fintech et crypto d'accéder à des infrastructures de paiement sans forcément bénéficier du statut complet de banque, mais en tout cas, on voit que la Fed est en train vraiment de faire en sorte que l'écosystème crypto puisse continuer de se développer. Du côté de la guerre des tarifs, on a Donald Trump qui annonce la fin de toutes les négociations commerciales avec le Canada. Du coup, suite à cette annonce, on a forcément le Canada qui suspend sa publicité sur les tarifs douaniers de Reagan suite justement à la publication du président Trump. Du côté de la guerre entre les États-Unis et la Chine, on a le président Trump qui a déclaré que des tarifs douaniers plus élevés sur la Chine ne seraient pas tenables pour eux. Il a déclaré ça dans un premier temps le 21 octobre. Derrière, le 22 octobre, il a réitéré ses menaces envers la Chine. Il a annoncé une nouvelle fois une hausse des tarifs douaniers à 155% dès le 1er novembre, tout en indiquant que sa rencontre prévue avec Xi Jinping pourrait ne pas avoir lieu. Suite à ça, le 23 octobre, il a rechangé d'avis pour nous annoncer finalement qu'il allait bien rencontrer le président chinois jeudi prochain. Comme je vous le disais en début de vidéo, les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté des politiques monétaires et on a d'ailleurs JP Morgan qui prévoit que la Fed mettra fin à son quantitative tightening dès la semaine prochaine. Donc là, on attend avec impatience le discours de Jérôme Powell, les amis. D'ailleurs, du côté du quantitative tightening, on peut constater qu'on a vraiment le bilan de la Fed qui est revenu à des niveaux de pré-Covid. En plus, on a les fonds monétaires qui viennent d'atteindre un record historique de 7 400 milliards de dollars. Il y a 99% de chances que
la Fed baisse ses taux d'ici 6 jours. Ces baisses vont bien évidemment inciter les détenteurs de bons du trésor à prendre davantage de risques. Ça va bien évidemment stimuler les liquidités vers Bitcoin et les autres actifs. Donc il y a potentiellement un tsunami de liquidités imminent, les amis. Et comme je vous le disais en début de vidéo, on a un shutdown aux US qui s'éternise et qui continue de mettre la pression sur un marché du travail qui était déjà en déclin. Et on a du coup justement les demandes d'allocation chômage qui explosent complètement aux États-Unis. Du côté du calendrier économique, on a enfin eu une data sur l'inflation avec le PCI qui est sorti à 0,2% avec une prévision à 0,3% pour le corps. On a le PCI annuel qui tombe à 3% au lieu de 3,1% et on a le PCI mensuel qui est à 0,3 au lieu de 0,4. Légère hausse du PMI manufacturier et des services. Tout ça, ça nous amène à 98,3% de probabilité de baisser les taux au prochain FOMC. Du côté des indices US, ça se passe plutôt bien. On a le SP500 qui est venu nous faire un nouvel ATH et qui pour la première fois de son histoire dépasse les 6800 points. Même chose du côté du Nasdaq qui lui nous a imprimé un nouvel ATH au-dessus de 25 400 points. On a eu aussi un joli drop du côté de l'or cette semaine de pratiquement 9%. Bon, il y a eu depuis une petite reprise. Là, on est un peu sur des bougies d'indécision. Mais globalement, on est aux alentours de 4120 points à l'heure où je vous parle. Et ça, bien évidemment, ça enlève de la pression sur les actifs risqués. Avant de passer à la partie analyse technique, je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, vous avez les cryptos sur lesquels on s'expose, nos pourcentages d'allocation, nos points d'entrée et nos points de sortie. Vous avez également accès à tous nos alphas de trading pour aller juice votre perf et aller chercher un facteur croissance supplémentaire en plus de la partie portefeuille. Vous pouvez faire travailler vos capitaux en automatique pour vous générer un rendement complètement passif sur nos algos de trading Bitcoin, Ethereum et Solana. Et bien évidemment, vous avez accès à Q42 qui vous permet de rentrer en anticipé sur les nouveaux projets crypto dans les phases de levée de fonds avant justement qu'ils soient disponibles au grand public. Encore un témoignage d'un des membres du club qui nous explique que le club c'est exactement ce qu'il recherchait, une communauté de passionnés, une stratégie claire et de la gestion de risque dans laquelle il s'inscrit totalement. Il est fier d'être devenu membre du Merov Club et on est fier de l'avoir accueilli parmi nous. On attaque l'analyse avec Bitcoin qui donc nous a fait un dernier point bas au niveau des 103 000 $. Derrière, jolie reprise haussière, on est en train de faire un joli W en daily et là on est en train d'essayer de reprendre la zone de support des 112 000 $. Donc là ce qui est important c'est vraiment de reprendre bien cette zone, de pouvoir casser aussi la grosse fair value gap qui avait été créée pendant le crack de vendredi dernier. C'est une zone qui a quand même toujours fait office de résistance, hein. Vous voyez à chaque fois on s'est fait rejeter par cette zone. Donc là il va vraiment falloir la casser et ce qui va être important c'est que si jamais on casse, il va falloir vraiment surveiller le comportement du prix dans cette zone qui est la zone de rechargement de short de tout le dernier mouvement qui pourrait, si jamais on a un retournement ici, nous indiquer une potentielle continuation de tendance baissière ou en tout cas une vague corrective qui serait un petit peu plus longue. Donc là ce qui va être important c'est vraiment de faire une reprise haussière et surtout de casser justement cette zone de rechargement de short, de reprendre au moins la zone de support au niveau des 120 000 $. Puis là on pourra essayer de commencer à penser potentiellement à retourner faire un nouvel ATH. Au niveau du RSI, on a réintégré comme je vous le disais cette grosse trendline qui avait justement maintenu le RSI depuis déjà un moment, hein, depuis pratiquement mars 2025. Donc là globalement ce qui est important c'est venir casser la ligne des 50, casser cette trendline aussi qui fait aussi office de résistance pour pouvoir justement reprendre un momentum plus haussier et partir du coup en direction du nord. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours sous la zone de résistance au niveau des 60%. Donc là ce qu'on aimerait vraiment voir c'est une reprise à la baisse pour justement voir une liquidité continuer de passer de BTC vers les alts. Comme je vous le disais du côté des ETF sur Bitcoin, il n'y a pas vraiment de directionnel qui est clair, hein. On a de l'outflow, on a de l'inflow, mais pour le coup on a fini les 2 derniers jours à plus 90 et plus 20 millions de dollars, sachant qu'on avait eu un joli petit inflow à pratiquement 500 millions de dollars en début de semaine. On continue l'analyse avec Ethereum qui est venu nous faire un point bas au niveau des 3452 $. On a eu une belle reprise. Derrière, on tient plutôt pas mal la zone de support au niveau des 3900. On est rentré dans un canal descendant. On a fait cette belle vague corrective ABC, plutôt bien évidemment sur un zigzag. On est revenu travailler, il me semble, les 0,382 au niveau du troisième mouvement. On est venu même un petit peu plus bas. Donc là, bien évidemment, ça va rester à corréler avec ce que va faire Bitcoin. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien tenir ce support. Au niveau du RSI, on voit qu'on est quand même en train d'imprimer des creux de plus en plus haut. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est casser les 50, casser la trendline, reprendre un momentum haussier. Et si jamais ça se remet à pousser du côté de Bitcoin, ce qu'il faudra du coup, c'est casser justement cette belle trendline baissière de ce canal descendant, pour pouvoir faire une reprise haussière et on espère repartir en direction de la TH. Par contre, du côté des ETF sur Ethereum, il y a plus d'inflow que d'outflow. Là, on a fini 3 journées avec moins 18 millions, moins 127 et moins 93 millions de dollars. Donc ça, comme vous le savez, ça soutient pas trop le prix du spot. On continue l'analyse avec Solana qui lui était venu nous faire un point bas local en dessous des 170 $. On est revenu du coup dans une zone de rechargement de longue de sa grande vague 3. On a potentiellement fini aussi cette vague corrective en ABC, ce qui nous ramène globalement sur la zone de résistance au niveau des 180 $. Là, on voit qu'il y a le cours qui essaye de nous réimprimer des W, mais on est toujours en train de se faire rejeter globalement par la zone de fair value gap qui a été créée au moment du crack. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est aussi venir s'affranchir de cette zone-là pour reprendre du coup une tendance haussière. Au niveau du RSI, on a cette trendline, la baissière, qui a bien fait office de support. Donc là, ce qui est important, c'est de casser la ligne des 50, casser cette trendline, reprendre un peu la direction du nord pour revoir une poussée du côté de Solana. On continue avec NIR Protocol qui tient tant bien que mal sa zone de support au niveau de ces 2,25 $, 2,30 $. Au niveau du RSI, on est toujours sous une trendline de compression. Il va falloir la casser, reprendre la ligne des 50 pour reprendre un momentum un peu plus haussier. Et puis là, globalement, si on arrive à réimprimer des W et à reprendre une structure un peu plus haussière, la prochaine zone de résistance, elle se trouve au niveau des 3,44 $. On continue l'analyse avec
avec le Tao qui était venu nous faire une mèche de folie au niveau des 140 $. Derrière, il a fait quand même une belle reprise haussière, hein. Ça a été un des altcoins qui a le plus performé pendant toutes ces semaines d'incertitude, alors qu'on avait globalement des baisses un peu généralisées du côté du marché crypto. On a créé une zone de fair value gap qui pour l'instant fait bien office de support. Donc là, ce qui va être important, c'est de faire de la continuation de tendance haussière. Il faut aller casser le dernier plus haut qui a été fait au niveau des 473 $. Si jamais on fait bel et bien de la continuation de tendance haussière, parce qu'on a toujours un momentum haussier, hein, on est au-dessus de la ligne des 50 au niveau du RSI. Là, les points importants à garder en tête, ça sera d'aller chercher dans un premier temps, du coup, on l'espère le plus rapidement possible, les 0,786 aux 542 $. On a les 1 pour 1 qui nous attendent aux 611 $. On a le BNB qui est toujours en consolidation après sa poussée énorme et un nouvel ATH pratiquement aux 1400 $. On a fait un petit retracement. On est en train de créer une zone de support résistance qui est globalement au niveau des 1070 $. Au niveau du RSI, on avait cassé la ligne des 50. On est en train de la reprendre. Donc là, si jamais on arrive à reprendre la direction du nord, on pourra peut-être éventuellement reprendre une poussée du côté de BNB. On continue avec le AVAX d'Avalanche qui est toujours, lui, dans sa grande 4 corrective. On est passé en dessous de la zone de rechargement de longue 2 tours le dernier mouvement. On a perdu la zone support au niveau des 22 $. Globalement, la prochaine zone de support, elle se trouve à peu près où on est, hein, au niveau des 19 $. Si jamais on avait une belle trendline aussi sur le RSI, on est en train de réussir à s'en affranchir difficilement. Donc là, il va vraiment falloir une reprise haussière du côté du RSI pour reprendre un momentum un peu plus haussier. Et globalement, voilà, la VAX toujours en correction. On continue l'analyse avec le SUI qui, lui aussi, tant bien que mal, continue de tenir sa zone de support au niveau des 2,50 $. Globalement, on avait fait une première poussée haussière, une de corrective, une troisième poussée. Derrière, on est rentré dans une plus grande vague corrective en zigzag, en ABC. On est venu, enfin, on a vraiment la structure typique, hein, d'une vague en zigzag. On est venu faire une, 2, 3, 4, 5, une, 2, 3, une, 2, 3, 4, 5. Là, potentiellement, d'un point de vue technique, en tout cas, on pourrait être en train justement de marquer un bottom. Au niveau du RSI, on voit que sur le price action, on descend, on remonte sur le RSI, donc un potentiel début de divergence qui est en train de se mettre en place, ce qui peut nous annoncer aussi une reprise haussière, notamment si jamais ça recommence à pousser du côté de Bitcoin. Mais là, globalement, ce qui est important, c'est vraiment de tenir cette zone de support et de reprendre la direction du nord. On a toujours aussi une belle zone de fair value gap qui va nous servir justement de résistance qu'il va falloir casser, reprendre la ligne de support au niveau des 3,22 $, et après on pourra vraiment repenser à avoir une tendance haussière du côté de suite. XRP, lui, par contre, il est en train de nous dessiner un joli W dans la zone de rechargement de longue de son dernier mouvement. Après une belle vague corrective en zigzag, il est revenu vraiment dans la zone de rechargement de longue. On a une belle trendline baissière sur le RSI qui est en train d'être cassée. Là, si on casse la ligne des 50, je pense que XRP, il est potentiellement prêt pour faire une reprise. On continue l'analyse avec le Aster qui, lui, est vraiment dans une tendance baissière caractéristique. On fait vraiment des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. En plus, à chaque fois vraiment qu'on a des grosses accélérations baissières, on crée des zones de déséquilibre de marché qui refont office de support, de résistance, pardon, par la suite. Donc là, pour le coup, on attend vraiment une stabilisation. Il faut qu'ils se remettent à faire des W pour reprendre une tendance haussière, casser des lignes de coût. Mais là, globalement, on est en train difficilement de tenir la zone de support au niveau des 1,7 $. L'espoir, c'est qu'au niveau du RSI, on a repris la ligne des 50 et peut-être qu'on va pouvoir repartir dans un momentum haussier. Mais bon, voilà, on verra quand même qu'il est toujours en correction, le Aster. On continue l'analyse avec le Link qui, lui aussi, est toujours en train de consolider aux alentours à peu près des 18 $. Donc, pour le coup, moi, d'un point de vue de la structure pure et dure, voilà, il y avait un gros range. On a fait un market structure shift, on a poussé une vague 1 en 5 temps. On fait une 2 corrective, on pousse une grande 3. Je pense qu'on avait fini cette grande 4. On était revenu sous la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. J'ai le sentiment qu'on est reparti dans une grande 5. Mais là, vraiment, ce qu'il va falloir, c'est ne surtout pas casser en clôture le dernier point bas ici qui avait été fait pendant cette première jambe de hausse. Au niveau du RSI, on est toujours sous compression au niveau d'une trendline. On est en dessous de la ligne des 50. Plutôt toujours un momentum baissier. Donc là, ce qu'il va falloir vraiment, c'est casser la ligne des 50 sur le RSI, reprendre la zone de déséquilibre de marché qui avait été créée pendant le crack et après, derrière, reprendre au moins la zone de support au niveau des 22 $. Du côté de Pump, on arrive potentiellement sur une fin de correction. Donc globalement, on avait fait une première poussée, une 2 corrective, explosion dans la grande 3, une grande vague corrective ABC qui est revenue sous la zone de rechargement de longue du troisième mouvement. Au niveau du RSI, on est quand même bien au-dessus de la ligne des 50. On était venu prendre appui sur le support des 0,0031. On a repris le support des 0,004 globalement. Donc là, ce qui va être important, voilà, c'est de continuer de faire de la tendance haussière, de surtout reprendre aussi la zone de déséquilibre de marché qui a été créée pendant le crack. Et là, on pourra potentiellement être sorti, faire une grande vague 5 du côté de Pump. On continue l'analyse avec le Hype qui, lui, a plus de traction que son concurrent Aster. On a fait un potentiel joli bottom au niveau de la zone de support des 37 $. On est en train de réimprimer aussi des jolis W et de transformer justement la zone de résistance des 41. On l'espère qu'elle va devenir support. Au niveau du RSI, on a cassé une longue trendline. On est en train de reprendre la ligne des 50. Donc un peu plus de traction quand même du côté de Hype. Si jamais on réimprime justement des hauts de plus en plus haut, le prochain arrêt, c'est les 50 $. On continue l'analyse avec Virtual qui est en train de nous faire une jolie poussée sur 2 jours. Il a pratiquement poussé 30% dans la journée. Il est surtout en train de nous casser sur le RSI une énorme trendline qu'on tient depuis janvier, mars, avril, désolé, je connais pas, mais moi, mai 2025. Donc globalement intéressant. Il y a en plus de ça une divergence qui est potentiellement va bientôt se confirmer. Si jamais on clôture justement au-dessus de ce point, la divergence sera confirmée. Vous voyez qu'on baisse sur le price action, on remonte ou on est plat au niveau du RSI. Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment reprendre la zone de support au niveau des 1,20 $. On est toujours globalement dans une zone de rechargement de longue du dernier mouvement. Donc je pense que là, d'un point de vue de la structure, à mon avis, le Virtual
virtual, il a posé son bottom et il est prêt pour nous repousser une grande 3. Si jamais c'est le cas, les points importants à garder en tête du côté prix, ça serait d'aller chercher dans un premier temps les 1 pour 1 au niveau des 2,85 $ et on a les 1,618 au 4,20 $. Notre ami Pengu, bêta de l'écosystème ETH, qui est toujours dans la zone de rechargement de longue de son troisième mouvement, qui tient tant bien que mal aussi la zone de support, bon, qui on dirait l'a plutôt cassé, mais qui globalement est au niveau de sa zone de support au niveau des 0,021. Sur le RSI, on est toujours sous une belle trendline de compression, on est quand même toujours sous la ligne des 50, plutôt un momentum baissier. On a une MACD qui potentiellement est en train de croiser bullish, donc ça nous permet de avoir peut-être un petit peu d'espoir, mais globalement, voilà, on est toujours dans une zone à haute probabilité de retournement si on fait de la continuation de tendance haussière. On a poussé une 2 corrective, une grande 3, une 4 qui était beaucoup plus longue que la grande 2. Donc ça, vous savez, quand vous avez une 2 courte, généralement la 4 est plus longue et inversement. Donc là, potentiellement, on espère une reprise haussière. Si déjà on arrive à reprendre cette zone de support, la prochaine zone de résistance, elle se trouve au niveau des 0,031 et il faudra déjà venir reprendre toute la zone de déséquilibre de marché qui a été créée pendant le crack. Et enfin, on finit cette vidéo avec le bonk bêta de l'écosystème Solana, donc qui après un bottom nous pousse une grande 1, une 2 corrective, une grande 3. On a une grosse corrective derrière en vague 4 qui nous ramène sous la zone de rechargement de longue du troisième mouvement. On tient aussi tant bien que mal la zone de support au niveau des 0,4014. On a le MACD qui est potentiellement en train de croiser bullish. On a une longue trendline baissière sur le RSI. Il va commencer déjà par falloir, il va déjà falloir commencer, pardon, je parle pas français, par la casser, reprendre la ligne des 50, reprendre tranquillement la direction du nord. En tout cas, voilà, d'un point de vue futur, on a potentiellement posé aussi le bottom. Il va aussi déjà falloir dans un premier temps s'affranchir de la zone de fair value gap qui a été créée pendant le crack, qui nous a pour l'instant rejeté plutôt à la baisse. Donc là, dans un premier temps, maintenir le support, casser la FVG et après, il faudra derrière se retrouver en direction de la prochaine zone de résistance qui est au niveau des 0,4024. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et puis surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mayor of Club. On se retrouve dans une prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.